Bonjour à tous et merci de nous être fidèles, d'être fidèles à nos échappées belles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener en Bretagne, une destination phare, s'il en est, de notre tourisme hexagonal, avec ses espaces protégés, ses 1000 km de pistes cyclables. La Bretagne est une destination qui attire de plus en plus de voyageurs en quête de nature brute et sauvage. Ce territoire compte de plus en plus d'habitants qui s'engagent et qui innovent pour le protéger. Je vais donc profiter de mon séjour pour essayer de comprendre comment la Bretagne s'est imposée comme un laboratoire d'idées et de projets préservant l'environnement, favorisant les énergies vertes, au travers notamment de ce qu'on appelle la low-tech, une notion que vous découvrirez pendant mon voyage. Soyez donc les bienvenus ici, au pays des Corrigans et du Cugnaman, et bienvenue dans mes échappées belles. En Bretagne, on a des huîtres, mais on a aussi des idées. L'objectif de cette maison, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut vivre bien tout en réduisant l'impact de ce mode de vie. Si tu pédales pendant 20 minutes, tu vas pouvoir recharger 2 téléphones. Pour répondre aux incertitudes climatiques et énergétiques, je suis plus au courant qu'il y a 6 ans de ce qui se passe sur la planète. Et malheureusement, c'est pas que des bonnes nouvelles. des hommes et des femmes imaginent notre futur. Vivre sur Keménès demande à être autonome pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est de l'électricité. La moitié de We Explore est composée de fibres végétales, de fibres de lin. L'humain régénère la nature autour de lui. C'est ce que j'appelle l'impact bonifiant. Ça veut dire que là où on habite, tout est amélioré. Et de nouveaux modes de vie. Aujourd'hui, on sait qu'on va manquer d'eau douce, manquer de protéines. Il faut mettre au point des techniques alternatives qui donc apportent une solution à ces grands enjeux planétaires majeurs. Pour les jeunes générations, le scooter, ça permet de se déconnecter des écrans. Par exemple, pendant 2 semaines, là, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de télé, pas d'écran et on profite de la nature. La colo, c'est fait pour s'amuser, pour faire des activités, pour s'exprimer. Dans des décors inspirants. Ma grand-mère me demandait, mais tu vas toujours à Edic, qu'est-ce que tu vas trouver à Edic? Lâcher sa montre, lâcher sa voiture, c'est ça que j'apprécie. En Bretagne, une énergie nouvelle. Ils viennent danser pour vous remercier ce que vous faites pour la planète. Bienvenue en Bretagne! Salut Étienne. Bonjour Jérôme, bienvenue en Bretagne. Merci beaucoup de m'accueillir ici, et surtout qu'on est à un endroit particulier. Exactement, on est sur la commune du Conquet, sur la presqu'île de Kermorvan, et plus exactement au pied du phare. Donc on est sur le phare le plus à l'ouest des phares continentaux de France. Bon, je suis surtout impatient d'aller sur ton île, entre guillemets. Exactement. Alors, je sais qu'elle ne t'appartient pas. L'île de Keménès, oui, on est locataire du Conservatoire du Littoral, mais c'est vrai qu'on se l'approprie comme on est les seuls habitants. Ah bah oui, c'est ça, avec ta petite famille. Tout à fait, maintenant on est 3 et on est bien. Quelle chance. Si tu veux, on peut aller la voir de là-haut. On va mettre un peu d'huile. Hein. Oui. Regarde la lentille de Fresnel, l'invention a 200 ans l'année prochaine. Donc ça va être la fête dans tous les phares de France et de Navarre. Certainement. Bon, regardons cette vue, tant attendue. On voit la pointe du Corsen là-bas, une petite plage abritée et tout. Super joli. Ouais. La petite îlette avec son fort. Ouais. Et de l'autre côté, on a le Conquet, donc le village, avec son port de pêche, très actif. On pourra aller faire un petit tour peut-être sur le port. On partira de là pour rejoindre Keménès tout à l'heure. Il y a un autre phare en plus là-haut. Exactement, là-bas c'est le phare de Saint-Mathieu, avec le sémaphore et l'abbaye. Et donc si tu alignes le phare de Saint-Mathieu avec le phare de Kermorvan, en fait ça te donne l'entrée du Chenal du Four, qui était une route maritime très importante avant. Bon, alors ton île. Et alors à l'ouest, plein ouest, alors là on a un archipel, c'est l'archipel de Molène. Tu as Keménès qui est juste dans l'axe là. D'accord. Et donc tu vois, nous on prend cette route-là très souvent pour rejoindre notre île. Là aujourd'hui les conditions de mer sont idéales, mais c'est pas tout le temps le cas. Et des fois on se fait bien secouer là entre la Vinotière et Kermorvan. Et tiens, regarde, il y a même des dauphins là qui sont devant nous. Mais non. Mais si, regarde, ils sont juste là. Ah oui, oh oui.
C'est un endroit où ils aiment bien parce que tu as des courants assez forts là devant le phare et ils aiment bien s'amuser dans le courant. Ouais. Ah, le saut! Oui. Oh là là! Bah, ça, c'est de l'accueil, hein. Tu Ah fais les choses en grand. attends, Alors là, il respect, fallait hein. appuyer sur le bouton. Monsieur sait recevoir. Hein. C'est mignon comme tout, ce petit centre-ville. C'est très très vivant. Et tu vois ici, Jérôme, tu peux retrouver nos produits aussi. Comme quoi, par exemple? Nos pommes de terre et nos confits d'oignons et d'échalotes. Ah, vous faites un peu de conserve aussi? Exactement. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais dans votre ferme, vous faites principalement de la culture, vous faites de l'élevage aussi? Oui, on a les légumes principalement. Et après, on a un troupeau de brebis qui nous aide à entretenir l'île et à garder le milieu ouvert, en fait, pour pas que les ronces et la végétation reprennent le dessus. Il y a un peu de plaisance aussi, là. Oui. Et alors là-bas, on a beaucoup de bateaux de pêcheurs ici. C'est vraiment un port de pêche connu, réputé? C'est un port de pêche important. Il y a, je crois, 23 bateaux de pêche. Et, on pêche quoi ici? De la lotte, des crustacés, du poisson plat, de la langouste aussi. Super. Bon, nous, on va prendre la mer. Tout à fait. Et on va rejoindre Le Kemenes. bateau est là et on va aller chercher. Ouais. Ça marche. Située à 17 km au large de la presqu'île de Quiberon, l'île de Watt est un caillou d'à peine 3 km² sur lequel vivent à l'année 200 habitants. Mais l'été, la population passe à plus de 3000 grâce aux navettes quotidiennes des ferries venus du continent. Agnès, je vais m'absenter une petite demi-heure, je reviens. Monsieur le maire, vous allez bien? Ça va? Voilà, de retour sur le lieu du crime. De retour? Ça va? Philippe Le Fur, le maire du village, œuvre chaque jour pour que la quiétude des Wattais ne soit pas trop perturbée par l'afflux de cette population attirée par le calme d'une île sans voiture. Il y aura sans doute quelques rassemblements le soir avec des jeunes dans le fort, l'ancien fort. Oui. Mais j'autorise là-bas maintenant. Comme ça, ils ne vont pas sous le port et c'est mieux. C'est mes renforts d'été. On est bien content de les avoir d'ailleurs. Monsieur le maire n'est pas seulement accaparé par le tourisme. Il doit aussi être aux petits soins pour les Wattais, majoritairement des retraités. Il n'y a pas que les touristes, il y a une vie sociale. Tous des retraités, anciens pêcheurs, pour la plupart. Car la principale difficulté de l'île de Watt, c'est l'absence de logement qui permettrait de retenir la jeunesse sur l'île. Il y a 65% des habitations qui sont des maisons secondaires. Donc, il y a très peu, en fin de compte, d'habitants à l'année, c'est pour ça. Les jeunes qui veulent revenir, évidemment, ils ne peuvent plus construire parce que le terrain est beaucoup trop cher. Certains voudraient rester, mais j'ai pas de logement pour les recevoir, bon, c'est pas possible. Salut grand. Hey. Bah alors? C'est le con qui m'a dit d'aller armer aujourd'hui. Oh copain, on rentre déjà en voiture. 4-5 crapes et voilà. Ok, bon bah tout à l'heure. C'est le tonton. Il est en retraite lui, le tonton. Là. Mais il continue parce qu'il s'emmerderait à terre à la maison, il s'emmerderait. Comme chaque jour, Fred, le capitaine du Guanadu, et ses 2 matelots sont en pêche autour de l'île. Les 3 marins sont nés à Watt, une île où l'avenir professionnel des hommes semble écrit depuis des siècles. Avec des homards comme ça, t'as 5-6 kilos. C'était le seul métier qu'il y avait sur l'île, c'était la pêche. Le tourisme, c'est bien aussi, parce que, on va dire, ça fait vivre l'économie de l'île aussi, parce que ça apporte du monde, aussi bien dans les commerces que la location. Quoi. En 1970, le port de Watt comptait 45 bateaux de pêche. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. Mais pour combien de temps encore? Fred, lui, veut rester optimiste.
Bon, il restera toujours un ou deux. Là, Nico, il est jeune, il y a Morvan qui est derrière, qui est tout jeune aussi. Donc ceux-là, on va dire, ils vont rester, quoi. C'est un coup d'ailleurs, j'ai été filmé pareil à toi. 8 km plus au sud de l'île de Watt se trouve son île sœur, Edic. Plus petite et 2 fois moins peuplée, Edic a elle aussi vécu cette même mutation de son économie, passant de la pêche au tourisme. Il faut dire que ces criques désertes, baignées d'une eau translucide, séduisent immanquablement le visiteur. Et pour certains, Edic peut même devenir une obsession. La première fois que je suis arrivé à Edic, ça devait être en 98. Depuis, je n'ai jamais manqué une année. Ma grand-mère me demandait, mais tu vas toujours à Edic, qu'est-ce que tu vas trouver à Edic? Et c'est ce rendez-vous de copains, cette simplicité, lâcher sa montre, lâcher sa voiture. C'est ça que j'apprécie. Les gens qui viennent à Edic, c'est une mentalité, c'est les campeurs, on a tous un peu le même esprit, quoi, et ça fait des amitiés vraiment très très fortes. Yann, Marianne, Renaud, on se voit quasiment pas dans l'année, hein, on se retrouve à Edic et c'est un plaisir, quoi. Salut les gens, bonjour. Sur Edic, la bande de copains semble avoir trouvé la recette du bonheur. Partager des moments de simplicité et de joie dans des paysages de rêve. Si on avait nos maillots, on irait se baigner, Mimi. Ouais, l'eau n'est pas très chaude, mais comme on dit chez nous, quand t'es dedans, elle est bonne. De cette amitié de vacances est née une aventure musicale et un groupe, les Nomades de la Lande. Immanquablement, chaque journée se termine en chansons qui, pour la plupart, parlent de leur amour pour Edic. Ce trésor insulaire semblant être resté à l'écart du fracas du monde. Regarde, on est attendu. Ah, ton petit loulou, il est bien emmitouflé, hein? Ouais. Bonjour Amélie. Bonjour Jérôme. On parle pas trop fort, le petit dort? Oui, Mathieu adore. Je t'embrasse. Bienvenue Jérôme. Merci. Oh, petit bouchon, il est trop beau. Allez. On va aller découvrir votre petit paradis. Et ça, c'est le taxi? Le taxi électrique. Ah, c'est toi qui conduis avec le ptio? Bah oui. J'ai un copilote, quoi. J'adore. C'est sauvage, hein? Oui. On a même les brebis qui nous attendent. Ah oui. C'est une race rustique bretonne. Donc les hivers sur Kéménès ne leur font pas peur. Ok. Elle fait quelle superficie, l'île? L'île, elle fait 30 hectares. 30 hectares sur lesquels on habite à 3. Ça fait 10 hectares par habitant. C'est raisonnable. Oui.
Et le premier bâtiment auquel on arrive est la maison d'hôte. Merci. Waouh, c'est bon ici. Tu vas y loger seul, mais en temps normal, on peut y accueillir jusqu'à 10 personnes. Voilà. Très bien. La chambre des pierres noires. En arrivant ici, l'intention de départ, c'était de faire quelque chose de sobre. Le spectacle ici, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Ouais. Alors que ce soit confortable, chaleureux, c'est important, bien sûr. Ouais. Mais voilà, simplicité et confort. Alors explique-moi un petit peu comment vous vous organisez ici. Alors, je vois qu'en termes d'énergie, je vois notamment là une éolienne. Pour l'eau aussi, comment ça marche? Vivre sur Quéménès demande à être autonome pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est de l'électricité. Donc pour l'eau, on fonctionne en fait avec la récupération d'eau de pluie. On peut aussi ponctuellement utiliser l'eau du puits. Ah, il y a un puits ici. Cette eau, avant d'arriver dans les robinets des bâtiments, elle passe par une station de filtration. D'accord. Et cette eau, elle ne passe pas par les toilettes. Elle est trop précieuse. Ok, donc toilette sèche. Toilette sèche, tout à fait. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivés ici, tous les deux? Alors, on est arrivé sur l'île en janvier 2018. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en arrivant ici? C'est de changer ses habitudes, j'imagine. Ça a été d'apprendre à prioriser les choses parce qu'il y avait énormément de choses à faire. On aurait pu vite tourner fou en fait, puis savoir anticiper. Si tu as oublié ta tablette de beurre sur le continent, bah, tu fais 100. Étienne est par ici, c'est ça. Ah, bah Vous y voilà. Vous arrivez super bien. C'est vrai? Je vais te préparer des pommes de terre et toi, tu as à mettre l'entonnoir dans le sac. On t'a mis un poste haut de responsabilité. Oui, ça j'ai vu. Merci de ta grande confiance. Donc la pomme de terre de l'île de Quéménès, culture bio. Toute l'île est bio, ouais. Et voilà, on passe au premier étage, Mathurin. Allez, c'est parti. Alors. Ouais, ça y est. Impeccable. Et c'est toi qui verses? Exactement. Et donc on met 1,5 kg par sac. Et je réceptionne. Merci. Attention, vous êtes surveillés. Ah, on a le droit de les sourire. Eh oui, c'est que la cadence est bonne. Ah. Vous vous projetez ici combien de temps? On a signé pour 9 ans. Ah, vous avez un bail. Si on a l'envie, si on est toujours d'accord aussi avec le conservatoire, on peut tout à fait prolonger. On est prioritaire d'ailleurs. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? On était en école d'ingénieur dans les Vosges, à Épinal. Ah oui, donc rien à voir avec les bords de mer. C'est là où du coup un Breton a rencontré une nordiste. C'était un changement de vie. Certes professionnel, mais un changement de vie tout court. La première année qu'on a passée ici, c'était quand même une grosse année de test pour tout, sur plein de plans. On voit que le test, finalement, voilà, le test est réussi, est très réussi. Et donc depuis, vous avez investi les lieux, vous avez reçu combien de visiteurs? C'est plus de 200 personnes par an. C'est des personnes qui ont passé 3 jours sur Quéménès. Ouais. Et c'est toujours 3 jours, c'est le minimum oui, en fait. Pour s'imprégner des lieux et de vivre l'expérience Quéménès, si tu as juste un aller-retour dans la journée, tu as qu'une petite vision du lieu. Ouais. Parfait. Bon, monsieur, vous avez quartier libre. Oh, c'est cool, merci. Je vais peut-être aller me balader d'ailleurs. Sur l'île, il y a 2 animaux en pierre que tu peux rencontrer. Des animaux en pierre? À toi de nous dire lesquels.
Alors c'est quelle variété de pommes de terre? C'est de l'Alliance. Celle qu'on a triée tout à l'heure. Voilà, ma préférée. Très bien. Régalons-nous. C'est très 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 bon. Bon, et ces animaux de pierre, Jérôme? Ah oui, c'est vrai. Alors? C'était donc plutôt de l'ordre du menhir, hein, on peut dire ça comme ça. Alors ça, on peut être sur les cornes de l'escargot, comme sur les oreilles du lièvre. Et les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin. Bien vu, d'accord. Ouais. Et après, il y a une autre forme. On aurait dit des oreilles d'éléphant. Il y a un moment donné, la pierre, elle est scindée sur le milieu. On a l'impression que c'est la trompe qui tombe. Ouais, c'est ça. Et puis un éléphant sur une île du Finistère, ça peut paraître incongru, mais il est bien là. Bravo. Donc habituellement, vous dînez avec les autres que vous hébergez ici à chaque fois? Tout à fait. Le midi et le soir. Ce qui vous permet de voir un petit peu de monde. Moi, je trouve qu'on a une vie très riche en fait sur Quai Ménès. On rencontre quand même beaucoup de personnes. Et surtout, on fait des rencontres beaucoup plus profondes que ce qu'on faisait avant. C'est très intéressant. On a rencontré beaucoup plus de monde, je pense, j'ose le dire, hein, en 5 ans que dans notre vie d'avant. Oui, dans la vie d'avant, tout à fait. Après, la famille reste quand même loin. Ça, s'il y avait un truc, c'est ça, l'éloignement de la famille. Après, le reste, on s'en passe largement. Vous êtes senti à votre place ici, en fait. Ouais. Je sais pas, je vous sens très épanoui et c'est encourageant parce que de vivre comme vous le faites dans ce mode de vie responsable, en fait, et durable, moi, je trouve ça admirable. Donc, j'ai passé un super moment et vous m'avez conforté dans mes convictions, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme. C'est un vrai plaisir. Long John Silver a pris le commandement des marins et vogue la galère. Il tient ses hommes comme il tient le vent. Tout le monde a peur de Long John Silver. Allez, Tanguy! Ah, ça fait mieux. Sur toutes les mers du monde, on le connaît sous le surnom de Bilou. 2 fois vainqueur de la Route du Rhum, 3e du Vendée Globe, Roland Jourdain est une légende de la course au large. Aujourd'hui, le marin de Concarneau étrenne son nouveau bateau. Un catamaran de 18,50 m qui, au premier regard, n'est pas très différent de n'importe quel autre. Sauf que celui-ci est en grande partie fabriqué dans une matière peu habituelle dans la construction navale. La moitié de We Explore est composée de fibres végétales, de fibres de lin. Donc tout ce qui est au-dessus de notre tête, tout le pont du bateau, ça représente en développé l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis quand même. Tout ce qui est sous nos pieds, les structures internes. Il y a un champ d'1 hectare de lin sur We Explore, donc ça commence à faire une belle liaison entre la terre et la mer. Il y a 15 ans, Roland Jourdain a créé à Concarneau un incubateur de projets à impact positif. Grâce à lui, beaucoup de personnes ont pu monter leurs projets éco-responsables. Au point que cette petite ville du Finistère est rapidement devenue un foisonnement d'expérimentation autour des technologies respectueuses de l'environnement. Je pense qu'après, on relancera depuis le début. Nicolas Voisard développe une technologie pour recycler les déchets plastiques des entreprises locales et les transformer en panneaux utilisables pour la fabrication de mobilier. On fait l'usinage d'une chaise, donc c'est un prototype. On a une pièce qu'on doit corriger, donc là on est en train de la refaire pour essayer de le valider avant la production, quoi. En attendant que sa société ait les reins assez solides pour s'installer dans ses propres locaux, Nicolas est hébergé au Concarlab, une structure qui lui offre le gîte et l'accès aux machines dont il a besoin. C'est une rampe de lancement, c'est sûr. Et puis après, l'objectif, c'est aussi de laisser la place pour qu'il y ait d'autres projets qui puissent être incubés par le Concarlab. Le Concarlab est ce qu'on appelle un laboratoire de fabrication numérique. Un lieu basé sur la collaboration et l'entraide entre les adhérents pour concevoir des projets autour des technologies éco-responsables, comme cette autre innovation, nom de code Cosmos. Fruit d'une collaboration entre les géotrouve-tout du Concarlab et les chercheurs de l'Ifremer, allez, je descends. Le Cosmos est une caméra destinée au comptage des espèces marines.
elle présente de multiples avantages. D'abord, être réplicable et réparable facilement, peu cher, mais surtout de s'affranchir de l'obsolescence des caméras du commerce. On avait des difficultés parce que les caméras changeaient régulièrement. Quand un modèle change, ça peut être l'image qui change, mais c'est aussi la taille de la caméra, donc elle ne rentre plus dans le même caisson. Donc c'était vraiment un problème de comment on le refabrique à un coût raisonnable et aussi ce qui permet de pouvoir le multiplier. Aujourd'hui, Concarneau est en fête. Tout ce que la région compte de personnes convaincues qu'on peut encore agir pour soigner notre planète se sont donné rendez-vous au festival de la low-tech. Littéralement, le festival des basses technologies. Ici, on sait que les solutions, elles existent et que même si ce n'est pas le courant majoritaire et dominant, ben, c'est là, c'est prêt et il n'y a plus qu'à les utiliser. Par opposition à la high-tech, les principes de la low-tech visent à faire mieux avec moins. Que ce soit pour se loger, se déplacer ou se nourrir, pourvu qu'il soit sobre en ressources et en énergie, comme ce four appelé Rocket Stove. Le but du jeu du Rocket Stove, c'est d'avoir une faible consommation de bois et de brûler à la fois le bois et les fumées qui s'en échappent. Donc en fait, par exemple, on peut regarder, il n'y a pas de fumée qui s'échappe du Rocket Stove puisque tout est brûlé en interne. Ce festival de la low-tech a été créé pour célébrer le retour à Concarneau du nomade des mers. Après 6 ans d'exploration à bord de son catamaran, Corentin de Châtel-Perron rentre au pays, riche des multiples découvertes et des solutions low-tech qu'il a pu faire tout autour du monde pour réconcilier l'homme et la planète. Je suis plus au courant qu'il y a 6 ans de ce qui se passe sur la planète. Et malheureusement, c'est pas que des bonnes nouvelles. Mais par contre, je suis plus optimiste qu'au départ. Parce que je vois à quel point ça intéresse les gens, à quel point on commence à prendre au sérieux justement cette mauvaise gestion de la planète. Et surtout, à quel point il y a un potentiel de faire quelque chose de génial de cette planète en fait. Ce retour au port de l'enfant du pays ancre encore plus Concarneau comme la cité expérimentale française en ce début de XXIe siècle. C'est interdit de pêcher là, monsieur, hein? Totalement interdit. Hein? Salut Corentin. Salut Jérôme. Je suis tombé sur une pauvre famille de berniques. Et tu es en train de décimer cette famille? Ouais. Elle avait rien demandé. C'est ton petit déjeuner en fait, toi, le bernique. J'adore ça. Le chapeau chinois. Ça va bien? Super. Alors, fais voir tes outils. Le tournevis, le marteau, le ciseau à bois. Je ne le connaissais pas. C'est le plus utile. Donc toi qui fais de la low-tech finalement, on est vraiment dans la low-tech aussi dans les outils de pêche en fait. Et puis quand tu habites sur un bateau, il faut essayer, tu vois, il n'y a pas de place aussi pour beaucoup de trucs. C'est sûr. Et ça va bien avec ma vie de nomade. Qu'est-ce que tu as déjà ramassé? Alors des haricots de mer, ça je connais pas trop, mais bon ça se mange aussi cru. Ouais. Oui, alors les berniques, je voulais essayer de les cuire au four solaire. J'ai vu qu'il y avait des laitues de mer. Si ça te dit d'essayer aussi. Ouais, très bien, très bien. Et puis, on va voir ce qu'on trouve. Allez, partons en pêche alors. Ah ouais, t'as laitue là? Là. Elle est jolie. Je crois qu'il faut les prendre pas trop vieilles pour pas qu'elles soient trop coriaces. Tu veux un petit bernique? Allez. Donc toi, t'as grandi ici, dans la région en fait? Moi, je suis du Morbihan, Musillac. D'accord, je suis donc né pas à très Vannes. loin. Ouais, pas très loin d'ici. Très loin, ouais. Et de toutes les côtes qu'on a vues autour du monde pendant mon voyage là, je pense que c'est des côtes comme ça que je préfère. Si on veut faire l'expérience de cuisson de bernique, je prendrais bien on prend des berniques, collection de berniques. Ok. Est-ce que je peux t'emprunter un, je sais pas, peut-être le ciseau à bois? De toute façon, je suis curieux de voir et de découvrir à la fois ton univers de vie, mais aussi tout ce que tu as créé, tout ce que tu as ramené de tes voyages. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses, Autant dans l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les déchets, enfin il y a plein de trucs. C'est une espèce d'arche de Noé, mais pour les technologies. Voilà. Si ça te va, on peut aller vers Concarneau en utilisant le GR.
Ah. Parce que j'ai l'impression que tu es mal à l'aise avec tes bottes. T'inquiète Non, pas mais c'est pour un moi. chemin très sympa qui rejoint la ville. Donc c'est le GR34 ici? Ouais. Ouais. Le sentier des douaniers? Ouais, c'est ça. C'est marrant, ce fort, il est tout petit. C'est ça, oui, c'est vrai que c'est pas très haut. Problème de budget, ou alors c'était pour contre des agresseurs. Des enfants? Des enfants. Celui, tu verras, celui de Concarneau est un peu plus imposant. C'est très sauvage ce sentier. Hein. Il est très long, il fait 2000 km, je crois. D'accord. Tout le tour de la Bretagne, mais tout le tour en suivant en suivant le bord. Oui, c'est ça, en suivant les côtes découpées. Toi, ce littoral, lorsque tu étais au bout du monde, c'est un endroit qui t'a manqué? Ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment de chez moi. Ouais. Puisque je vis sur le bateau depuis des années. Et quand je reviens ici, j'ai un peu l'impression d'être à la maison quand même. Ouais. De revoir le granit. Donc la ville close, elle est sur un îlot. Et donc on peut y accéder par ce pont-là. Alors d'ailleurs, c'est quelle période du Moyen-Âge ici, là? Ici, ça a été construit au XIIIe-XIVe siècle. Et donc ça a été fortifié parce qu'il y avait des tensions avec les Anglais. C'est très joli. Hein. Là, on n'est pas sur un chevalier de l'époque. Hein. Non. C'est amusant parce qu'on a des sonorités celtiques, bretonnes et on a la flûte de Pan aussi. C'est marrant ce mélange. Mélange des instruments et des continents, l'Amérique latine et la Bretagne. Toi, t'as fait aussi l'Amérique latine? Ouais, on a été dans pas mal de pays d'Amérique centrale. On a passé le canal de Panama. Ouais, d'accord, super. Avec le bateau? Ouais. Génial. Ça te dit un Kouign-Amann? Bah oui, oui. Tu te sens prêt? On n'est jamais prêt pour un Kouign-Amann, mais on sait très bien quels sont les dégâts, mais j'aime bien ça. Ouais. On y va? Ouais. Allez. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Bonjour Fred et Fred, c'est vrai? C'est ça. Le phare, il y a tout là. Ah, il y a tout, le Kouign-Amann. Ah, vous dites comment? Kouign-Amann. Kouign-Amann. Ah, c'est bon, marrant désolé, parce qu'on dit souvent Kouign-Amann. Bah oui, mais c'est en français. Ah Tous les oui, on Français parle disent pas le breton Kouign-Amann. couramment, voilà, c'est ça. Le breton dit Kouign-Amann, qui est une pâte à pain feuilletée, caramélisée au beurre et au sucre. Un petit peu de beurre, tout petit peu. Hein. Tout petit peu. De l'huile de coude et l'amour du métier. Ouais, j'ai envie de m'approcher. Je peux regarder un peu là? Oui, 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 oui. J'aime bien, pour pas qu'on oublie l'ingrédient principal. C'est combien de temps de cuisson? Alors une vingtaine de minutes. Ah oui, je suis pas très long. Bon, maintenant, il faudrait faire un four solaire pour cuire ça. C'est ça. Bon, on va pas se laisser tenter plus longtemps, on va succomber immédiatement à la tentation là. Hein. Allez, je vais vous faire un petit morceau chacun. Voilà, ça sera déjà très bien pour commencer. Ah, ça sent super bon. Ça vous plaît? Bravo. Hein. Et vraiment, je pense que c'est le meilleur que j'ai goûté. Et surtout chaud comme ça, vraiment. Je n'ai pas souvenir d'avoir aimé autant ça. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avec Kenavo, Arvéchal. Bon, on va monter sur les remparts parce que de là-haut, on va avoir une vue sur tout le port. Parfait. Alors. Ah oui. Donc tu as le port de pêche, le port de plaisance de ce côté, mais surtout aussi de l'autre côté. Et le catamaran rouge, oui. le beau bateau là-bas, c'est celui-là. Avec lequel j'ai fait le tour du monde pour aller à la recherche des innovations low-tech. Ouais, on va aller naviguer un peu quand même. Ouais, je vais te faire une démonstration de tout ce qu'il y a à bord là. Ouais. Peut-être te faire manger quelques trucs que tu n'auras pas envie de manger. Tu me donnes envie, dis donc. Et oui, on pourra naviguer un petit peu. Ça marche, super. Allez, on y va.
Dans l'immensité du golfe du Morbihan, 4 petits dériveurs régatent entre eux. Là, on n'avance pas trop parce qu'il n'y a pas trop de vent, mais ça va. À bord, les scouts marins de Vannes, en route pour une nouvelle étape de leur camp itinérant d'île en île. Après une journée de navigation, la flottille accoste sur l'île de Govian. Gaëtan, donne du mou pour qu'elle redescende un peu. Ah oui, vous l'avez bloqué. Hein. Les scouts terrestres, ils font pas d'activité nautique et nous, on a la chance d'avoir des bateaux et d'avoir des diplômes pour faire naviguer nos jeunes. Et là où les scouts terrestres vont plutôt passer leur camp d'été dans des forêts, faire des grosses installations, nous, on va passer plus de temps sur l'eau, à se baigner et à faire du bateau. À une centaine de kilomètres du golfe du Morbihan, à Mélionnec en Bretagne intérieure, d'autres petits Bretons passent leurs vacances dans un environnement totalement différent. Från mig finns det väl en totem med ramp. Au camp des trappeurs du bois du Barde, tous les échanges se font en langue bretonne, ou presque. Il y a plein de niveaux de breton ici. Il y en a qui viennent de Diwan, donc les écoles en immersif en breton. Et il y en a qui, par exemple, parlent juste breton à la maison et font l'école en français. Donc ils ont tous un niveau différent. Et là, globalement, ils comprennent tous bien le breton. Pendant une semaine, les enfants vont non seulement vivre au plus près de la nature, mais également apprendre la vie en groupe. J'adore ce genre de vacances. C'est marrant vu qu'on cuisine. La colo, c'est fait pour s'amuser, pour faire des activités, pour s'exprimer. Est-ce qu'avec ton fromage, tu as du pain? Tu veux goûter du caviar à l'aubergine? Allez, s'il te plaît, goûte. C'est Timothée qui l'a fait. Il va pas faire en France. C'est les meilleures vacances du monde. Ouais. Chez les scouts, la débrouillardise et la vie communautaire font également partie des fondamentaux. Un bon scout sait évidemment monter sa tente. Il nous a connus quand il ne savait pas du tout monter de tente, et maintenant il commence à savoir à peu près monter. Le scoutisme, ça permet de se déconnecter des écrans. Par exemple, pendant 2 semaines, là, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de télé, pas d'écran, et on profite de la nature. On fait à manger, on fait notre linge, on lave notre linge. Au milieu du camp. Au milieu du camp, on fait une lessive. On fait du feu, on fait du jaja, on fait du bateau. Alors que sans les scouts, on n'aurait pas fait de bateau. On serait plus autonome. Ouais. Un scout à ma droite, un scout à ma gauche, à tous bon appétit. Un scout à ma droite, un scout à ma gauche, à tous bon appétit. Mais que serait une colonie de vacances sans veiller au coin du feu? Chez les petits trappeurs, ça se passe évidemment en breton. Agarpal et pas Amorun, Alarodin Endroa Phrasen et Larin da Voisuel. Agarpal avait fait même Phrasen et la Penken. Mais c'est pas ça. Arpez zo beklevé d'Erfin azo. Ardovat à traite. Ça voulait rien dire. Il y avait toujours le mot d'envat qui veut dire mouton, mais traité, ça veut pas dire grand-chose. La longue tradition des veillées scouts commence souvent par un jeu et se termine invariablement par un salut scout. Toujours. Bon, voilà notre bateau laboratoire. Tu vas voir, c'est pas un bateau classique. Ouais. Et Caroline est à bord. Salut Caroline. Salut Caroline, enchantée. Bienvenue au Nomade des Mers. Le Nomade des Mers.
C'est Caroline, coéquipière depuis 2 ans et demi, designer low-tech spécialisée dans les champignons. Ça va toi? Spécialisée dans les champignons? Ouais, enfin les... Plutôt les matériaux de champignons. Les matériaux de champignons. Ouais, pour m'expliquer tout ça. Voilà, Bernic. Notre pêche miraculeuse. Bernic de qualité. Ouais, du Bernic. Ça sent bon. Le plan, c'était de tester au four solaire. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Je vous ai préparé un rack du coup, propre. On va mettre les berniques dedans. En fait, tu as une capsule dans laquelle tu insères tes aliments là. Ouais, exactement. Et hop, enfourné. Et tu les laisses la matinée et du coup ça cuit lentement. C'est un peu la cuisine pour les paresseux. tu cuisines le matin, tu découpes tes légumes et tu pars travailler à midi, t'as le repas qui est prêt. Excellent. Et alors ça peut monter jusqu'à quelle température? Jusqu'à 200 degrés. Ah ouais, vraiment? Ouais. Donc c'est une double paroi avec le vide entre les deux comme les thermos. Et donc on a fait un réflecteur pour que les rayons du soleil convergent vers ce tube-là et chauffent après à peu près n'importe quoi. Donc vous m'avez dit en arrivant que c'était un bateau laboratoire. Votre bateau, c'est un endroit où vous faites de la recherche, où vous faites des expérimentations. On a passé 6 ans autour du monde avec une idée fixe, c'est de trouver toutes les meilleures inventions qui soient écologiques, accessibles à tous et qui répondent à des besoins de base. Donc il y en a sur l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, etc. Et dans chacun des 25 pays où on s'est arrêté, on a rencontré des entrepreneurs, des associations, des organisations, des particuliers qui inventaient des choses qui pourraient servir à d'autres gens dans le monde. On les a testés à bord du bateau, c'est pour ça que c'est un laboratoire. On en a fait de la documentation et on essaye de partager ça au monde entier pour que les gens puissent les répliquer et que toutes ces bonnes idées voyagent partout. Et donc du coup, on fait pas mal de tutoriels écrits et vidéos pour rendre accessibles toutes ces inventions à tous en fait. Et donc là, on va naviguer et ça va rester comme ça là, ici. Ouais. Bon bah c'est parti. On va au Glénan. Ah, vous m'emmenez au Glénan? Ouais, un super archipel qui est juste à quelques kilomètres d'ici. C'est chouette, il s'appelle le Corentin celui-là. C'est un vieux gréement là qui fait des tours avec des touristes autour. Ah, le noir là? Ouais. Comment tu l'appelles? Le Corentin. Oh ouais, c'est ça. C'est un nom. Ça va bien. C'est un nom du coin. Mademoiselle Caro. Allons-y. Allons-y vivant. Par en arrière. Et vos voiles, c'est des voiles recyclées? Ouais, elles ont eu plusieurs vies. Celle-là, elle a fait une route du Rhum. Ah oui? Ouais, et comme voile de rechange. Et c'est devenu notre voile, mais la pauvre... Elle n'est pas faite pour les longs courriers. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça permet d'éteindre le moteur. Tac. Ah. Notre dernier plein, on l'a fait à New York il y a plus de 3 mois. Et depuis, en fait, on a consommé juste quelques litres de gasoil, alors qu'on a parcouru des milliers de kilomètres. Et ça, c'est bien notre philosophie low-tech, d'utiliser le vent, la pluie, le soleil, les ressources naturelles qui sont à disposition. Cette éolienne, on a documenté ça à Dakar au Sénégal. Elle est faite avec des moteurs d'imprimantes recyclés. Tu sais, les photocopieurs, les imprimantes ont des petits moteurs à l'intérieur pour faire avancer les feuilles ou la tête d'impression. Et quand la machine tombe en panne, elle est jetée en général et ces moteurs marchent encore, donc on les récupère, on fixe des pales au rotor et ensuite dans le vent, ça fait tourner du coup le rotor, ça génère de l'électricité et on peut recharger des batteries comme ça. Tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois voir un pédalier là. Avec une chaîne. Ça, c'est quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. C'est notre club de fitness en fait à bord. Je t'invite à t'installer là. Ouais. Donc j'ai rechargé c'est une batterie quoi, de voiture? C'est une batterie de voiture qu'on a récupérée bien sûr. Ouais. Et en fait quand tu vas pédaler, tu vas faire de l'électricité. C'est royal en fait. C'est hyper confortable. Voilà. Alors ici tu es en train de nous fournir 2-3 ampères. Si tu pédales pendant 20 minutes, tu vas pouvoir recharger 2 téléphones. Tu peux affaler les voiles, hein, c'est bon. Hein. Je maîtrise la vitesse du bateau. Hein. Attends, j'ai 2-3 téléphones à recharger.
Moi, ce que je trouve formidable, c'est que vous tendez à une autonomie totale dans votre façon de vivre sur le bateau, alors qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alimentaire. J'imagine que vous recyclez beaucoup de choses aussi. Alors du coup, tout à l'heure, tu m'expliquais que tu travaillais les champignons. Ouais. Enfin, ça veut dire quoi Alors, je vais te montrer quelques échantillons, tu comprendras mieux. Alors... Ah, c'est ça. Oui, en fait, les champignons que l'on mange, c'est le fruit de tout un réseau de racines, si tu veux. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'après la récolte, il nous reste tout ce bloc, toute cette matière de cellulose. On peut avoir du chanvre, de la paille ou n'importe quoi. C'est-à-dire que le champignon pousse sur ou de la paille ou du chanvre. Sur du chanvre, par exemple. Ok. Et ensuite, nous, on va compresser la matière pour en faire de l'isolation. Et c'est un produit organique, en fait. C'est ça, c'est fait à partir de déchets agricoles. C'est pas comme le plastique à base de pétrole, quoi. Exactement. C'est top. Capitaine! Ouais. Où en sont les berniques? Elles sont cuites? C'est bientôt prêt, Moussaillon. Génial. Ils viennent danser pour vous remercier ce que vous faites pour la planète. Ça motive à changer ses modes de vie. Ouais, là, quel cadeau, quel cadeau. Alors, où est-ce qu'on s'arrête? On va à la plage, non? Ah ouais, pas, à la plage. On n'a pas réfléchi. Donc là, c'est l'archipel des Glénans. Là, on est sur quelle île ici? L'île de Pampray. Et il y a combien d'îles au total dans l'archipel? Il y a 4 îles principales et après, il y a plein de petites îles. Je ne pensais pas que les Seychelles étaient si proches de la Bretagne. Hein. Avec ce granit et ces nuances de bleu, de vert, c'est vraiment sublime ici. Alors, il y a les berniques. C'est la première fois que j'emmène un four sur une plage en fait. Alors, ça donne quoi? Ah, ça a bon goût. Ah ouais, ah, j'adore. Tu sais ce que c'est? C'est un goût de moule. Ouais, carrément. On dirait une moule. Mais vraiment. Et comment un jour on se lève le matin et on se dit tiens, moi je vais parcourir le monde, je vais aller voir des innovations, je vais prendre un bateau, je vais changer complètement de vie. Je trouve qu'on est vraiment les générations qui devons réinventer nos manières d'habiter sur la planète. On doit changer de mode de vie, on le sait, avec le réchauffement climatique, la biodiversité qui s'effondre, etc. Et pour moi, ça a toujours été une quête, un challenge en fait que j'ai trouvé hyper intéressant. Je me suis dit le rôle d'un ingénieur, c'est de trouver des solutions qui répondent à des problèmes de la société. Et pour moi, le plus grand problème que connaît la société aujourd'hui, c'est ça, c'est le plus grand challenge qu'elle a. Et réfléchir à quel mode de vie on aura dans le futur, je trouve ça passionnant. Moi, je voulais vous féliciter, vous dire que j'ai été très admiratif de ce que vous faites. Vraiment, sincèrement. Je pense que les nouvelles générations, les plus jeunes, ont beaucoup à apprendre de tout ce que vous avez accumulé comme savoir et comme expérience. Merci, nous, on était contents de te faire découvrir notre futur. Oui, le futur, même, on peut le dire. J'espère. Ouais. Tu as fait un voyage dans le temps. Exactement. Il va falloir que je retourne dans le passé, c'est ça ce que tu es en train de me dire. Santé. Santé à votre réussite, parce que je trouve que quand même tout ce que vous avez accompli est une belle réussite. Merci. C'est l'histoire d'une graine emblématique de la Bretagne, le sarrasin. Ramenée des croisades, cette plante s'épanouit sur les terres granitiques bretonnes depuis le XIIIe siècle. En France, le sarrasin est plus communément appelé blé noir, bien que cette plante ne soit pas une céréale. Le blé noir, ça fait partie de la famille des polygonacées, donc comme la rhubarbe ou l'oseille. C'est pour ça, déjà, vous voyez, elle commence à prendre sa couleur rouge au niveau de la tige. En fin de maturité, vous verrez, la tige est toute rouge. On commence à voir les premières graines qui commencent à se former. Elles sont toutes là. Vous voyez, toutes les vertes là, tout ça, c'est que des graines qui arrivent. Serena Fortin fait partie des quelques centaines d'agriculteurs qui ont voulu redonner ces lettres de noblesse à leur noir breton.
En effet, au début des années 70, le sarrasin avait quasiment disparu de Bretagne, victime de la politique agricole commune européenne qui incitait les agriculteurs à produire des céréales pour l'alimentation animale. Je trouve que c'est une fierté de se dire je cultive du blé noir qui va être consommé pour faire des crêpes, pour justement réveiller les papilles gustatives des gens. Récolté à l'automne, ce sarrasin bio made in Braise peut alors commencer sa transformation dans l'un des moulins bretons. Alors là, vous voyez, j'ai l'or noir de la Bretagne, un blé IGP, donc on dit indication géographique protégée. Et on voit bien, vous voyez, qu'il y a une nette différence entre ce grain breton et ce grain dit d'importation, qui est beaucoup plus gros. Voilà, ce grain breton là va nous donner une belle farine très piquée, très goûteuse, alors que ce grain là, un peu plus gros, va nous donner beaucoup de causse et une farine très très blanche. Broyé de plus en plus finement entre les cylindres du moulin, le blé noir révèle une farine d'une extrême finesse qui n'attend plus alors que d'être livrée dans toute la Bretagne. Tu vas bien? Ça va? Ça se passe bien? Oui. Il y a ce qu'il faut pour faire les crêpes toujours. Voilà, ben, c'est parfait alors. On a pour environ 28-30 000 crêpes. Là. Allez, c'est parti. Michel Bray s'apprête à se lancer dans un marathon que bien peu seraient capables de relever. Pendant 3 jours, il va devoir préparer des tonnes de pâte à crêpes à l'occasion de la grande fête annuelle de Gourin. Car depuis 30 ans, cette commune du Nord Morbihan devient le temps d'un week-end la capitale mondiale de la crêpe bretonne. On y va, Marcel. Et pour régaler les milliers de visiteurs attendus, Michel doit absolument réussir la recette de sa pâte à la mode gourine. Oui, alors oui, mais c'est on met, nous dans notre blé noir, on met du blé noir, du froment, du lait et des œufs. Ce qui vous donne quelque chose de fabuleux. On va vous montrer comment on sait quand elle est bonne. Ça fait des fils. Il faut que ça fasse des fils. Vous avez vous, tout le monde qui attend? La fine fleur des crêpières et crêpiers de Gourin peut maintenant entrer en scène, telle une armée rangée en ordre de bataille derrière une batterie de biliques pour sustenter une foule affamée. Même les élus mettent la main à la pâte. Ça va être un marathon de plusieurs heures et on ne va pas compter les heures en plus. Donc là, c'est une complète œuf brouillé, donc on va casser l'œuf. On peut faire plusieurs cuissons selon la demande et si vous voulez une crêpe très très digeste, vous la faites dite crase, c'est-à-dire qu'elle est un peu cassante au bord. Et sinon, vous avez la crêpe normale, hein, on va la faire comme ça, celle-ci. Et face à un parterre de connaisseurs tels que les Bretons, hors de question de se rater. Elle est très bonne, elle est bien cuite, elle est dorée, ce qui est important. Et puis un bon jambon et un bon fromage dedans. Et elle est très bonne. Si la fête de la crêpe de Gourin est aussi l'occasion d'admirer les prestations des meilleures formations musicales bretonnes, le moment le plus attendu est indéniablement le concours mondial de la plus grande crêpe. On encourage Damien. Allez. Tu pourras remplir. Envoie toute ta pâte. Tout. Sur une plaque de 1,08 m spécialement fabriquée pour l'occasion, les concurrents doivent réaliser la crêpe la plus grande, la plus régulière, sans trou ni bosse. Allez, Sandrine, les supporters, on l'encourage. Et l'exercice est loin d'être facile. C'est ça, il ne faut pas faire ça, Anthony. Il a repassé sur la crêpe. Avec ses 76 cm, la crêpe de Mélanie a été jugée la plus belle.
mais reste encore loin du record établi en 2006 avec 96 cm. Et les Shadocks pompaient. Ils n'avaient pas fini de pomper. Salut Patricia. Bonjour Jérôme. Comment tu vas? Bien. Ça va être super bien. Ouais. Ouais. Prêt à aller faire du vélo? Ouais, randonnée avec des vélos de compétition en plus. Ah bah hein. attention. Hein. J'ai vu déjà un petit peu le canal là. Oui. C'est là qu'on va? C'est là qu'on va. Et on va aller même un peu plus loin. Ok. On va aller 20 km en aval direction Redon. Et après, on va monter direction Pontivy. Bon, toi t'es en tenue, toi t'es une cycliste avertie. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. T'étais championne, non? Oui, championne de Bretagne de East Country. C'est un mélange dans les bois, on a un peu de tout, des montées, des descentes. D'accord. Et j'étais championne de Bretagne aussi, que de VTT descente. Ah, descente? Ouais, descente, ouais. Ah ouais. J'ai pas le profil pour monter, je descends. Mais aujourd'hui, ça va être cool. Ouais. Ça va être plus sur du plat. Les vélos sont prêts? Ouais, moi j'ai mis mon cuissard, mon maillot. Eh ben, voilà, le parfait cycliste. C'est super mignon là, j'adore. Là, on est à l'île aux Pies. Comme une pie? Comme une pie. Et là, c'est un site naturel où tu peux faire de l'escalade. C'est quel bras de rivière en fait là? Là, c'est Loust. Loust? Oui, Loust. Et Oust, allez, plus Allez, vite. Et on va arriver à un autre endroit un peu plus loin où on aura la séparation. Loust va partir à gauche et on aura Laf. Laf, c'est la petite rivière qui va jusqu'à la Gacilly. C'est plusieurs bras qui forment le canal de Nantes-à-Brest en fait. Et Laf, c'est plutôt sur le plat du coup? Laf, c'est un peu plus plat, ouais. Laf sur le plat. Laf Non, plus tu l'avais plat. pas celui-là. Si, tu l'avais pas. Tu l'avais pas, Patricia. ça, tu l'avais ouais, pas ouais. celui-là. Par contre, t'as pas vu, il y a quelqu'un qui t'a fait un signe tout à l'heure. Ah non? Non. J'ai pas vu. Il y avait 2 signes. Oh, si tu t'y mets. Ah ouais, là. Elle est super agréable encore cette portion. Là. À l'ombre. Je me régale. Toi, t'es originaire du coin alors? Oui, moi je suis originaire de Saint-Conguerre. Et tu as commencé à faire du vélo à quel âge toi? Bah, du vélo, chez nous, à 3 ans, 3-4 ans, tu fais du vélo. Ah ouais? Dans la famille, tu veux dire? C'est ça. Okay. En compétition, à 5 ans. Ah oui, donc c'était écrit que tu allais gagner des titres. Ah, gagner, je sais pas, mais faire du vélo, oui. Le vélo pour toi, c'est tous les jours, c'est indispensable, c'est vital? Comme diraient certains, c'est une drogue, il faut se vider la tête en fait. Ouais. Ça pique-nique. Bon appétit! Bon appétit! Allez, hop. Ah! On change d'itinéraire? On change de rive. Dis donc, une belle écluse là. Et ben là, tu vas en avoir 12 à suivre. Combien? 12. Mais non. Si. On est bien là au frais, hein? Vous êtes bien là. Ils sont impeccables. Et le canal a été creusé à quelle période? En 1811 pour contrer les Anglais qui avaient bloqué le port de Brest. Ce qui fait que les marchandises ne pouvaient plus passer en Atlantique. D'accord. Donc Napoléon a décidé du coup de faire quelque chose pour faire le transport des marchandises en passant par la Bretagne intérieure. Tu as déjà navigué sur le canal toi? Non, jamais. Ça te tenterait? Non, je pense pas. Ah oui, c'est vrai, non, pourquoi? ah ouais, non. C'est parce que ça va pas assez vite. C'est pas assez vite. Je te retrouve bien là, tiens. Alors tu m'emmènes nous en finalité là? On va jusqu'à Louanic Park. C'est un parc de jeux breton qui se trouve sur le bord du canal de Nantes-à-Brest, à une écluse. D'accord. Ouais. Là tu m'intrigues. Ah ah. Louarigue. Et là, Jérôme, on va retrouver mes sœurs. Ah, t'as ta famille qui est là, oui. Super. Ah, ça joue, ça joue. Bonjour. Bonjour, mes deux sœurs. Ce sont les sœurs de Patricia. C'est ça. Jérôme,
Manuela. Manuela et Gwen. Gwen. Putain, c'est bien breton ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc qui est l'aîné de vous trois? L'aîné, c'est Gwen. D'accord. Qui fait du vélo aussi. Et puis Manuela, elle, qui est championne de France, championne d'Europe et championne du monde de cyclocross. Mais non. Mais si. Respect. C'était en quelle année ça? Alors championne de France et championne du monde, c'était en 2017. Ouais, c'est pas très longtemps. Et championne d'Europe en 2018. Ouais. Je peux continuer à te tutoyer? Tout à fait. Bon, j'espère que tu n'es pas aussi bonne au jeu breton que tu l'es à vélo. Non, non. Non, non. Ça va? Très bien. Alors ça, c'est le bouleten. Donc là, il faut dégommer la boule du milieu en lançant à la cuillère. Et si on lance bien, on peut dégommer les deux autres boules à côté, quoi. Voilà. Pop. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Vous êtes des énervés en fait. Oh. Et là, le galoche sur billot. Allez, galoche un peu là. Ouh là là, catastrophe. Je sais pas galocher grand chose. Hein. Si je peux me permettre. Il va finir sur bio. Oh, vous êtes trop fortes les filles, hein. Franchement là. Bon bah Jérôme, maintenant on va aller faire un lancer de sac. Bon bah comme c'est Patricia qui joue, on va se ranger. On va immédiatement monter le fil. Hein. Voilà, on sait qu'elle a une force surhumaine. Attention les enfants, Patricia joue. Attention. Range-toi hein, Jérôme parce que... Patricia, c'est de ce côté-là. Hein. On est là. Oui, ça, chapeau bas. Hein. Alors maintenant? Ok, j'ai compris. Ils sont prêts? Retire. Ouais. C'est une super journée. Alors là, vraiment, on a été gâtés. Hein. Puis content de vous avoir rencontré, la famille de même. Et les championnes. Alors, et puis sans rancune. Hein. Non, bah non, c'est ça. Égalité. En tout cas, c'était chouette. Allez. Merci beaucoup. Merci pour la revanche. Salut. Christian, petit café. Jean-Louis, petit café. Merci. À bord de sa Rosily, Yannick se revendique comme un authentique pénichard. Celui qui a longtemps navigué sur la Seine s'est mis un jour en tête de ramener la navigation fluviale dans le centre-Bretagne, là où elle avait complètement disparu. Moi, je suis marin d'eau douce et la naissance des enfants ont fait que je voulais quitter la région parisienne pour venir revenir dans mes terres natales. Et ensuite, la nostalgie étant, je me suis intéressé au canal de Nantes à Brest. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un bateau. Et ma marotte était de dire, d'abord c'est magnifique, deux, si on veut développer la navigation, il faut ramener l'outil identifiant. Et l'outil identifiant, c'est la péniche. Tu as de la marge à gauche, hein. Tu peux 5 à gauche. C'est parti. Merci. On range les vélos de manière rationnelle. Et pour prouver que la navigation sur le canal a encore sa raison d'être, en 2017, Yannick et quelques passionnés ont créé la route de l'Ardoise, une navigation d'une semaine ouverte à tout type d'embarcation dans le sillage des chalands utilisés autrefois pour le transport d'ardoise. C'est carrément la colonne vertébrale, on peut dire même, de la Bretagne. Et c'est vraiment notre petit joyau, on dit c'est notre Champs-Élysées à nous, quoi. Notre grande crainte, c'était qu'il soit abandonné. On a voulu démontrer qu'il était encore navigable. Achevés en 1842, les 364 km et les 238 écluses du canal de Nantes à Brest vont voir passer des générations de mariniers. Mais la construction d'un barrage hydroélectrique et l'avènement du transport routier signeront la fin du transport fluvial en Bretagne.
Claude Rabet, fut l'un des derniers mariniers professionnels. Attention, ça pique hein. Ah ben, il y avait beaucoup de bateaux. Hein. En tout, avec les bateaux en bois, je crois qu'il y avait plus de 800 bateaux hein, à l'époque. Hein. J'ai fermé le canal en 69. Bon, en dernier, on faisait plus que du sable. Hein. Autrement, on faisait du charbon, de la pâte à papier, des graviers, des cailloux, toutes sortes de choses. J'ai fait le dernier voyage de pâte à papier. Et après, il n'y a plus de navigation. C'est une passion, hein, la vie de marinier. Hein. Et dès qu'on n'est plus sur un bateau, nous, on a mal aux pattes. Hein. Le vieux marinier espère qu'arrivera bientôt une nouvelle génération. Vas-y, Noah, pas de jeu. Bon. On est de bord. En avant, 2. Comme Noah, qui du haut de ses 8 ans affiche déjà une certaine confiance en lui lorsqu'il s'agit de diriger l'équipage du Pen Blaise. Une yole de 6,80 m, typique de la région de Quimper. En cadence des chefs de nage, 2. Il faut faire attention de ne pas esquinter les autres bateaux et les avirons. Et garder le cap aussi. C'est mon papy, Claude, qui m'a appris à faire la barre. Moi, je suis un ancien marin de commerce, passionné de matelotage et de vieux gréement, on va dire. Et donc, le petit-fils, j'ai la chance de l'avoir assez souvent auprès de moi, et donc j'essaye de lui passer aussi le goût de la navigation, du matelotage, et puis d'apprendre à gouverner aussi également. Chose qu'il fait très bien. La preuve, l'équipage est rassuré. Écluse! Rentrez les avirons et sortez les pare-battes. Voilà, et là tu as vu le nombre qu'il y a à l'écluse là. Et il y avait des personnes âgées aux écluses qui avaient la larme à l'œil en disant on croyait qu'on n'en aurait jamais plus revu. Mais oui, il y a une attente. Le succès de cette route de l'Ardoise auprès du public a prouvé qu'il y a une place pour un tourisme fluvial dans le centre-Bretagne. J'aimerais vraiment qu'on finisse les enduits ce matin et que ce soit le plus fini possible l'extérieur parce que comme ça, ça ne s'humidifie pas dans l'hiver si on n'a pas tout à fait terminé. Et vous faites ça super bien, donc allez-y. Salut Evelyne, je suis content de te rencontrer, content que tu m'expliques un petit peu ce que vous faites ici. Alors là, on avait des stagiaires qui étaient en formation, c'est ça? On a 20 stagiaires qui sont en formation complète pendant 3 semaines. Pour apprendre à fabriquer, construire, on va dire. Construire leur maison. C'est Ker-Terre, ce que tu appelles les Ker-Terre. C'est ça. Donc Ker, c'est un mot breton et Terre, un mot français. Comme ça, je les ai assemblés. Ça fait chez la Terre, la maison de la Terre. La maison, le Ker. Voilà. Hein. Bon, alors tu vas m'expliquer, me montrer tout cet univers que tu as créé. C'est clair. Non, c'est Ker. C'est Ker-Terre. Tu as voulu garder ce côté sauvage, hein, je vois. Hein. C'est ça, oui. C'est ce que j'appelle le jardin jungle parfois. Voilà la mémé Ker-Terre. Ah, bonjour mémé. Elle est plutôt oui, solide, plutôt, mémé, hein. voilà, une première Ker-Terre. Donc elle est là depuis 25 ans. La porte, elle est incroyable, hein. Oui. Magnifique. Porte sculptée à partir d'un cyprès pris sur le lieu. Bon, l'idée, c'était pas d'habiter, c'était de faire l'expérience, de voir comment ça marchait. Et du coup, c'était juste une petite cabane pour les enfants. D'accord, mais elle est habitable théoriquement? Pas vraiment. Pas forcément. Oui, on pourrait dormir comme dans une tente. C'est une tente ou une mémé?
une mémétante Carter. En tout cas, tu as voulu ça esthétique, tu as essayé de lui mettre des formes. Oui, l'idée de base aussi, c'est que l'habitat soit une sculpture en même temps qu'une maison. Et tu as quelle formation, toi, pour pouvoir t'adonner à ça? Je me suis beaucoup intéressée à l'art et à l'architecture, mais j'étais prof de piano au départ. Artistique quand même. Quand même artistique. Un moyen d'expression. C'est après avoir fait celle-là, je me suis rendu compte de toutes les possibilités de faire des maisons réellement, parce que j'ai vu la simplicité de mise en œuvre. Ouais. Et donc j'en ai fait une autre, puis une autre, puis une autre. Puis après j'ai lancé des stages pour apprendre à plein de gens. Et j'ai lâché mes cours de piano au fil du temps. Voilà, celle-là, c'est celle qui a été faite après la Mémé Carter, donc c'est une des plus vieilles et qui est vraiment, solide, hein, on sent la solidité. Ah, oui, oui. Ah oui, d'accord. Cette cheminée a une forme de tronc, hein, d'arbre. C'est ça, oui, c'est la cheminée sculptée à partir de l'argile d'ici. Pour prendre l'argile, j'ai creusé des mares profondes et donc ça a permis de créer un biotope. Donc ça donne des grenouilles, des libellules, des batraciens. Et c'était le principe de ta démarche au départ. C'est tout le principe du départ. C'est de ne pas impacter l'environnement, au contraire de faire que l'humain régénère la nature autour de lui. C'est ce que j'appelle l'impact bonifiant. Bonifiant. Bonifiant, ça veut dire que là où on habite, tout est amélioré. Ça, c'est les toilettes sèches. Ah oui, voilà. Ça sent bon. C'est ça. Le but, c'est que ça sente très bon et que ce soit très esthétique. Et ce sont les vraies fleurs, c'est pas celles clair, non. Ah, c'est pas un pchit-pchit. C'est pas le pchit, c'est clair. On est d'accord. Donc voilà la grande Carter. Ah ouais. Qui montre vraiment qu'on peut faire des habitats complètement. Ah oui, là on peut vivre au quotidien là. Confortable, chaud. Du coup voilà le salon. Ah ouais, et tout communique. C'est chaque dôme une pièce. Et tu peux démultiplier comme ça le nombre de pièces finalement? C'est ça l'idée, donc on peut faire un château Carter, c'est-à-dire que tu peux faire le dôme chambre, le dôme salon, le dôme bureau. On se sent vraiment fondu dans cette nature. C'est ça le but. Et en faire partie, ouais. Et cette sensibilité justement à la nature, au végétal, elle te vient d'où, de quand? De toujours, je crois. Ouais. Mais je suis née à Paris et j'étais pas en connexion vraiment avec la nature. Et puis petit à petit, je suis allée de plus en plus loin. Ah oui, ça s'affaire. Oh là, tout le monde est sur chantier. Le même chantier là. Ça, ce sont ce que tu appelles les mèches. Qu'on a préparées. Ça pourrait être les miennes d'ailleurs, en l'occurrence, vu la couleur. Ça ressemble bien. C'est le chanvre qu'on va tremper dans la chaux et le sable. Qui ont été mélangés avec de l'eau. Donc tu montes le mur au fur et à mesure comme ça? C'est ça, mais en rond. Donc il fallait savoir quand même que la chaux et que le chanvre pouvaient devenir aussi rigide aussi. Voilà, quand même. Je ne le savais pas, puis en le faisant, j'ai compris ça. C'est marrant quand même d'avoir eu cet instinct-là. Oui, c'est ça. Tu peux attraper une mèche qui a été préparée. Une mèche. Tu peux constater la solidité. Vas-y, tu peux essayer de casser ça, tu y arriveras jamais. Tu l'écartes comme ça et tu vas mettre de la matière dessus comme ça. Ok. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à aller la poser. Donc là, hop, tu essayes de coller la première mèche. Voilà, c'est bien comme tu as fait. Et hop. Tu vois, tu mets ta main dessous, ça y est, tu l'as très bien mis. Bravo. Voilà, première mèche. Première mèche. Donc toi, tu es en formation depuis combien de temps là? Bah là, c'est la 3e semaine. Ah oui. Donc ça, quand tu es arrivé, ça n'était... Il n'y avait rien. Il y avait le sol. D'accord. Alors pour quelle raison, toi, tu as décidé de faire cette formation? Parce que j'ai un projet avec mon compagnon de construire notre maison comme ça. Ah, entièrement la maison? Oui. Et donc y vivre, j'imagine. À long terme, oui, ce sera y vivre, ouais. Ok. Et là, on va démarrer notre chantier juste après, en fait. Nous, on enchaîne. Ok, je veux dire, vous serez encore chaud. On sera chaud.
Bon. Tu peux bien frotter le petit coin là-bas. Ma mèche voilà, est molle. Ta mèche, elle est pas mal. La mèche, elle est molle, il faut que je mette du gel. Hein. Voilà, il faut frotter. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant dans tes formations, en plus d'apprendre des techniques, c'est d'arriver à mélanger différentes personnes venues de différents horizons. Le bonheur de créer ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'on a un peu perdu. Et c'est ce qu'on trouve dans les stages Carter. Oui, puis je pense que c'est inspirant que les gens aient envie de se refondre, de revenir vivre dans la nature. Aller vers la nature, mais sans aller vers un recul et vraiment aller vers ce côté bonifiant, luxueux, quoi. Bonifiant, je vais retenir ça de toi. Bonifiant, luxueux, on va dire. Merci en tout cas de m'avoir ouvert les portes de ton lieu et j'espère qu'il va se développer et faire des émules. Merci. Ouais, bravo, c'est un super concept. On a la marmite norvégienne, donc une sorte de gros thermos. C'est isolé, ici c'est isolé. C'est isolé tout autour, ouais. Toujours, le liège. Tout ça. Parmi toutes les innovations présentées lors du festival de la Low-Tech de Concarneau, la vedette incontestée, c'est elle. Une tiny house, une petite maison sur roue totalement autonome en énergie. L'objectif de cette maison, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut vivre bien, avec une qualité de vie importante, tout en réduisant l'impact de ce mode de vie. Donc c'est une petite maison avec beaucoup d'ouvertures au sud, bien isolée, et déjà ça fait une grosse partie du travail. Pour compléter, on a un chauffage solaire devant, et quand il n'y a pas de soleil, on a ce poêle qui prend le relais. Apparu au début des années 2000 pour répondre à la crise du logement qui sévissait aux États-Unis, les tiny houses ont aujourd'hui traversé l'Atlantique et attirent de plus en plus de personnes. Ah oui, parce qu'il faut que tu te fixes, du coup, il faut faire la cloison. Ouais, et tu vas fixer. Ouais, c'est pour ça que je voulais faire le sol. On peut mettre de la cloison, la mezzanine et puis. À quelques kilomètres de Quimper, l'entreprise de Jean-Daniel Blanchet a déjà construit plus de 60 maisons de ce type et le carnet de commandes ne les emplit pas. Il faut dire que les tiny houses de Jean-Daniel ont de quoi séduire en ces temps où le prix des logements et le coût de l'énergie ne cessent d'augmenter. Du coup, c'est quand même un habitat très résilient, donc avec peu impactant, il n'y a pas de fondation. C'est déplaçable aussi facilement, donc tout en ayant le confort d'une maison conventionnelle. Donc du coup, c'est intéressant aussi pour des gens qui ont peut-être des revenus un peu moindres, d'avoir un habitat confortable quand même, quoi. Pour s'offrir cette micro-maison mobile, il faut compter entre 60 et 85 000 € selon le niveau d'équipement. Mais on peut aussi en louer une pour les vacances, comme Elliot et Jeanne, enthousiasmés par leur séjour en toute autonomie. Ça va, tout se passe bien? Très bien. Ça se passe très très bien, très facile d'utilisation en plus. Ce qui est l'avantage, parce que ça peut faire un peu peur l'idée d'être en autonomie. Surtout qu'on ne s'y connaît pas du tout, le fonctionnement des panneaux solaires, et du coup, ça a été facile d'utilisation. Cette maison n'étant reliée à aucun réseau, le jeune couple a dû apprendre à gérer sa consommation. Moi, ce que j'ai préféré, c'est ça, que j'allume tout le temps. Je me réveille le matin, je viens vérifier où on en est, etc. Et c'est vrai que c'est hyper bien fait de savoir à la fois combien on charge, combien on dépense. Donc par ici, on peut surveiller la consommation d'eau avec la cuve qu'on peut voir directement là. Donc à notre arrivée lundi, l'eau était, la cuve était presque pleine ici. Et donc là, après 3-4 jours, on a consommé environ 150 litres d'eau. A priori, 150 litres d'eau. C'est ce qu'on consomme par jour et par personne en France, ouais, à peu près. Voilà. En France, le développement de l'habitat autonome n'en est qu'à ses balbutiements et ne concerne pas que les micro-maisons. Dans ce petit port des Côtes d'Armor, sur la côte de Granit Rose, une drôle de soucoupe flottante, semblant tout droit sortie d'un film de science-fiction, a élu domicile au milieu des voiliers. Alors, est-ce que tu peux ouvrir le rideau? Moi, je vais monter ouvrir le parasol. Tout démarre d'un James Bond, l'espion qui m'aimait, où à la fin du film, vous savez, il est dans une ville sous-marine et il s'échappe dans une sorte de capsule avant la destruction de la ville sous-marine. La capsule du film a à peu près cette forme-là, mais elle est beaucoup plus petite.
Et notre associé designer naval a souhaité dessiner la même chose, mais en beaucoup plus grand, pour en faire un vrai appartement flottant. Ainsi est née Antenea, une suite de 50 mètres carrés répondant aux standards des plus beaux hôtels de luxe. Mais cette suite n'est pas qu'une simple chambre d'hôtel flottante. Elle cache en son sein un concentré d'innovation technologique pour la rendre totalement autonome en électricité, en production d'eau potable et en traitement des eaux usées. Alors on est devant le bloc technique d'Antenea, dans lequel on a toutes les commandes électriques. On a le système des traitements d'eau grise et pour le traitement des eaux noires, ce sont des systèmes d'électrolyse qui permettent de n'en jeter que de l'eau propre. Après 7 années de recherche et de développement pour aboutir à ce prototype, le premier exemplaire commercialisé va bientôt sortir de l'usine flambant neuve de Lannion. Et toute l'équipe est attentive aux moindres détails. Si tu ponces le dessous, je pense que tu vas gagner un peu. Ah non. C'est le numéro 1, c'est celui qui part au Qatar et qui va évidemment être regardé par le monde entier. Donc il faut que l'aspect soit absolument parfait, le plus parfait possible. Pour s'offrir cette luxueuse soucoupe volante 100% autonome Made in Bretagne, il faudra tout de même débourser la somme de 500 000 €. Bonjour, bonjour. Et bonjour Jérôme. Ça va Mario et Gabriel. Hop. J'arrive. Ah oui, point nommé, là. Un point nommé. Moi qui adore les huîtres. Parce que moi je viens aussi pour la spiruline. Ah ben, mon surnom donné par mon fils, c'est Madame Spiruline. Ah, c'est un vrai labo, hein. Pas des corps de film. Hein. Alors explique-moi un peu, là, ce laboratoire du professeur Spiru. À l'origine, la spiruline, c'est quoi? C'est une algue, c'est une plante, c'est quoi en fait? C'est une cyanobactérie à l'origine du monde. Pourquoi on dit cyano? Parce qu'en fait, elle a un pigment bleu qui est le cyan, couleur bleu cyan. On le voit bien. Et... oui, mais justement, il est en elle. D'accord. Elle, ce qui est prépondérant, c'est la chlorophylle. C'est pour ça qu'elle est verte. Et la particularité là, c'est l'eau de mer, qui est notre milieu de culture. Ok, parce que ça peut être fait dans une eau douce? À 99%, c'est fait avec de l'eau douce ressalée. Donc ça, c'est ton filtre qui est... C'est un filtre. Ouais, comme un filtre à café, mais encore plus... Oh oui, c'est du 30 microns. Donc tu vois, c'est vraiment très très fin. Ok. Donc et là... va être retenue la fameuse spiru. Et j'obtiens une pâte de spiruline fraîche. C'est le fameux or vert marin. L'or vert marin. Alors moi, tu vois, j'avais déjà eu l'occasion de prendre la spiruline, parce qu'on m'avait dit c'est bon pour la santé, ça a plein de vertus que tu vas m'expliquer. Alors moi, c'était en petites paillettes en fait. Donc je mangeais ça, c'était pas très bon, mais tu as un petit verre de jus de fruits derrière. Et là ça va être encore plus concentré comme ça. Alors c'est concentré, mais c'est iodé. On est sur deux produits différents. L'un, c'est de l'eau douce ressalée. Et avec cela, ils font des comprimés, des gélules, mais ça garde un petit goût. En pâte fraîche issue de la mer, elle a un goût iodé incomparable. Parce que l'autre spiruline que moi je prenais, elle n'était pas faite avec de l'eau de mer? Non, c'est de l'eau douce ressalée. Ah, c'était très bien au départ parce que c'était pour pallier la malnutrition. Et dans certains villages, t'es pas à côté de la mer. Pour autant, aujourd'hui, on sait qu'on va manquer d'eau douce, manquer de protéines. Il faut mettre au point des techniques alternatives qui n'impactent pas l'environnement, qui n'impactent pas la biodiversité et qui donc apportent une solution à ces grands enjeux planétaires majeurs. Bah dis donc, sacré enjeu alors pour toi. C'est clair. Yann, tu peux nous emmener les huîtres et le caviar vert, s'il te plaît? Oh! Yann est le 4e de mes enfants. Salut Yann! Né en terre bretonne. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, c'était aussi à base de spiruline? Tout à fait, c'est le caviar végétal marin. Là, tu as la mer qui est en bouche pleinement. Ouais, c'est très iodé, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, tu ne veux pas parler des propriétés
la spiruline? Elle est bourrée de fer, bourrée de bêta-carotène. Ça booste l'organisme, ça booste le système immunitaire. Et plus de 50% de son poids, ce sont des protéines. Des protéines d'excellente qualité, parfaitement métabolisées par l'homme. Et elle est bien au-delà du soja et bien au-delà de n'importe quelle viande. Oui, puisqu'on demande de manger moins de viande parce que ça, évidemment, crée une pollution, une consommation d'eau pour faire de la viande. Et l'alternative des insectes est celle qui est proposée pour l'instant. Donc ça pourrait être une autre alternative pour avoir des protéines de manière concentrée, quoi. Tout à fait. Bravo. Je suis ravi de découvrir ça, en fait. Bon, la seule chose, c'est qu'on a la langue un peu verte, juste le temps de manger. Hein. Ça disparaît très très vite. Bon, bah maintenant, Jérôme, on va aller sur Vannes, livrer un ami chocolatier, le meilleur ouvrier de France, glacier. Et on va en profiter pour faire un petit tour de Vannes. Allons-y. Vannes, j'aimerais bien voir cette ville, parce que je sais qu'elle est magnifique. Au moins, quand on regarde passer ta voiture, on sait ce que tu fais. Hop. On y va. On y vanne. Bien joué. Ah, voiture électrique? Ça m'étonne pas de toi. Très joli jardin à la française, là, très fleuri. C'est plein de couleurs avec un petit cours d'eau. C'est quoi cette grande bâtisse là qui est devant nous? C'est le château de l'Hermine qui doit son nom à l'emblème de Vannes. C'était l'animal, l'hermine? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Voilà notre fameuse cathédrale Saint-Pierre. C'est une cathédrale qui a été construite au XVe siècle avec deux architectures qui sont vraiment différentes. Ouais, parce que ça c'est roman, non? Eh ben oui, tout à fait. Mais sur ta droite, tu verras que c'est plutôt gothique et beaucoup de gargouilles. Des gargouilles partout, carrément, oui. Et puis évidemment, Saint-Vincent. Et non pas Saint-Pierre. Ah oui. La logique. C'est très bien. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez à ça. Beaucoup de chats ont quand même ces petites ruelles, hein. Donc là, on tombe sur une sculpture, Vannes et sa femme, c'est vraiment très emblématique. Vannes et sa femme. C'est une sculpture qui a été érigée, mais on ne sait pas réellement la dater et surtout la raison pour laquelle elle a été réalisée. Plusieurs anecdotes circulent, à chacun son histoire. Il n'y a pas de version officielle encore? Non. D'accord, chacun fait sa propre histoire. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Bien. Bien. En forme. Jérôme, enchanté. Bienvenue. Bienvenue en Bretagne. Merci. Alors Alain, je t'ai apporté la spiruline que tu m'as commandée. Parfait. Comment vous la travaillez? On va la travailler avec du sucre, avec du chocolat et de la glace. Voilà. Des petits pois. Des petits pois. Donc nos petites billes, c'est des céréales. On peut goûter, ouais. On a enrobé de chocolat blanc. Donc ce chocolat blanc, on l'a mixé, broyé avec la spiruline sèche. D'où la couleur. Ce qui nous donne un colorant naturel, évidemment. Et donc la dernière création, c'est notre glace. Glace vanille spiruline. Voilà. On va goûter. Oh, c'est bien. Et il y a une saveur vanille exceptionnelle. Oui. Certains innovent et c'est très bien parce que comme ça fait connaître le produit autrement que comme un complément alimentaire. On en fait un produit plaisir. Très bien. Eh ben, moi, si ça vous va, je t'offre une boule spiruline dans un petit cornet et on va repartir avec, la déguster sous le soleil. Sur le port, pourquoi pas. Merci beaucoup. Il y a du monde, on n'est pas les seuls à apprécier les glaces. Bon, je me suis régalé de découvrir la spiruline à tes côtés sous toutes ses formes quasiment. C'était très intéressant et surtout je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ont quand même beaucoup d'initiatives pour essayer de faire les choses différemment et avec des produits sains notamment. La spiruline, quoi. Merci pour ça. Merci à toi, Jérôme. T'as fini avant moi.
Et bien voilà, mon voyage se termine. J'avais envie d'un grand bol d'air et de d'iode avant de quitter la Bretagne. Voilà, je voulais remercier celles et ceux qui m'ont accompagné, que ce soit Étienne et Amélie sur leur île ou encore Corentin et Caroline sur leur bateau avec toutes leurs petites inventions qu'ils mettent à disposition. Je les ai trouvés particulièrement inspirants et je suis très admiratif de leur choix de vie. Un petit coucou également à Patricia, Evelyne et Marie-Gabrielle. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay, suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt et Kenavo!